Vous avez été ministre de la Défense entre 1995 et 1997, donc il s'est écoulé, on va dire, 25 ans. Comment vous avez vu l'évolution de cette armée, armée qui aujourd'hui, dont on dit aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'armée de terre, qu'elle tiendrait dans le Stade de France? Est-ce que vous pensez qu'elle a évolué et qu'elle est aujourd'hui de nature à garantir la protection de la nation, ou est-ce qu'il y a beaucoup de manquements, il n'y a pas assez de personnel, pas assez de matériel? Je suis le ministre qui, sous les ordres du président de la République, a suspendu le service national et a instauré une armée de métier. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui contestent cette réforme-là. Je voudrais expliquer pourquoi elle a été faite. Elle a été faite parce que la montée de la technique dans tous les aspects de la vie militaire exige en fait des techniciens. Et une personne ne peut pas devenir un soldat aujourd'hui sans avoir acquis des connaissances, des compétences, une pratique dans la technicité de l'armée. Il suffit en fait de voir comment sont équipés aujourd'hui les soldats, de voir le matériel qui est utilisé, de voir aujourd'hui le développement de la cybersécurité, le développement des drones et des armes hypersoniques, pour se rendre compte qu'on n'est plus à l'époque où simplement, j'allais dire, la force physique des soldats suffisait pour pouvoir repousser l'ennemi. Donc il fallait en fait une armée de techniciens, une armée de métier, de gens qui aient des connaissances approfondies. Ça n'enlève rien à l'idéal qu'ils portent, mais ça exige en réalité des compétences très fortes. Et vous regarderez autour de vous, vous constaterez qu'à part peut-être la Russie et Israël, et un peu la Suisse d'une manière un peu spécifique, la plupart des pays se sont tournés vers l'armée professionnelle, vers l'armée de métier pour pouvoir faire face à la défense du pays. Alors vous allez me dire, mais ça va supprimer ce lien armée-nation, cette cohésion qui existait grâce au service national. Je l'ai cru moi aussi quand Chirac m'a demandé de mettre en œuvre cette réforme. Au départ, je me suis dit, mais ça va en fait supprimer ce lieu de cohésion. Et très rapidement, j'ai regardé ce qui se passait, et j'ai pu constater qu'il y avait 25% des personnes qui devaient faire leur service national qui étaient exemptées ou qui étaient renvoyées parce qu'ils n'avaient pas les compétences, et que, j'allais dire, l'encadrement disait il n'est pas possible de les garder si on veut mener un combat, parce qu'ils n'ont pas en fait la capacité d'intégrer toutes les connaissances, toutes les compétences pour pouvoir mener le combat. Et donc il y avait 25% qui étaient exemptés ou qui n'avaient pas la possibilité de faire un service national. Deuxièmement, vous aviez 25% qui avaient compris en fait comment il fallait faire et qui, j'allais dire, se plaçaient ou se planquaient, si je veux prendre une expression un peu sévère, dans des postes qui évitaient en fait ce brassage social et qui, grâce à leurs relations, grâce à un certain nombre de choses, se mettaient en dehors du jeu. Donc il en restait 50% et 50% autres. Ils profitaient d'une loi qui avait été votée sur la proposition de Michel Debré quand il était ministre de la Défense, qui était ce qu'on appelait l'affectation rapprochée. Et avec l'affectation rapprochée, bien, les gens étaient autant chez eux que dans la caserne, et qu'à partir de ce moment-là, bien, le brassage social n'existait plus. Et c'est pour cette raison-là qu'en réalité, il ne va pas falloir rêver à la restauration des services universels, comme certains aujourd'hui le prêchent, parce que ça ne correspond plus à la réalité. Et que si on veut recréer
lien armée-nation, il faudra choisir d'autres méthodes et d'autres techniques. Et l'une des méthodes et l'une des techniques qui est simple, c'est d'avoir une réserve qui soit une vraie réserve, comme l'ont des pays comme les États-Unis ou d'autres pays. La France s'était inscrite dans la loi de programmation que j'ai eu l'honneur de présenter au pays en 1996, c'est-à-dire que la réserve devait monter jusqu'à 600 000 hommes. Aujourd'hui, on est bien loin, puisqu'on n'est même pas à 200 000. Donc, le problème, il est là déjà. Si on veut faciliter le lien armée-nation, il faut provoquer un développement de la réserve avec des femmes et des hommes compétents, des femmes et des hommes qui aiment leur patrie et qui aiment leur pays et qui sont prêts à consacrer une partie de leur vie. Et je peux vous témoigner que lorsque j'en avais parlé aux entreprises, tous les chefs d'entreprise avec qui j'en avais parlé étaient d'accord pour qu'il y ait un protocole spécial qui soit passé entre le gouvernement, la France, et leur entreprise pour qu'ils puissent dégager du temps, pour qu'il y ait des réservistes qui puissent servir leur pays d'une manière régulière, à travers des périodes, pour faciliter, d'une part, le renforcement de l'armée, mais en même temps, le brassage et le renforcement du lien entre l'armée et la nation. Donc, ça explique, en fait, que nous ayons mis en place une armée de métier. Et aujourd'hui, on ne peut pas le regretter, car quand vous regardez la loi de programmation militaire qui va être votée durant les jours qui viennent, vous avez percevé que les points importants qui apparaissent sont des points qui touchent tous à des secteurs de haute technicité. Le premier secteur, c'est la dissuasion nucléaire. Et quand vous avez en fait une armée qui est porteuse de la dissuasion nucléaire, vous avez tout un secteur où vous avez des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des hommes de très haute compétence qui sont là et qui sont investis. Alors vous savez que la France est un des pays qui, même si elle a supprimé, j'allais dire, la partie terrestre de la dissuasion nucléaire, elle a toujours aujourd'hui et la partie sous-marine, avec les sous-marins, et la partie aérienne, avec les Rafales. Donc, dans la prochaine loi de programmation militaire, vous avez la modernisation de toute la dissuasion nucléaire, ce qui va nécessairement amener l'armée à embaucher, j'allais dire, à appeler un certain nombre d'officiers, de sous-officiers et de soldats qui sont capables de maîtriser tout ce secteur-là. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est toute la partie cyber et toutes les nouvelles technologies du type drone et du type, je veux dire, aspect de développement du quantique au niveau des ordinateurs. Et là aussi, on s'aperçoit qu'au niveau des transmissions, au niveau du cyber, au niveau des drones, etc., il va falloir des hommes des hommes et des femmes qui aient la compétence de pouvoir mener ce type de guerre. On s'en rend compte aujourd'hui d'ailleurs, dans la guerre qui malheureusement se développe en Ukraine, où on s'aperçoit que les drones ont acquis un rôle qui est éminent et qui est important dans le contrôle et dans le développement des combats. C'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est qu'il va falloir renouveler en fait tout ce qui est conventionnel. On parle aujourd'hui de la capacité de l'armée française de pouvoir porter une guerre de haute intensité. Ça passe par un renouvellement de tout ce qui est conventionnel, au niveau des chars, au niveau de tous les moyens de transport, au niveau des avions, au niveau des sous-marins, etc. Et principalement aussi des porte-avions, puisque vous savez qu'il est programmé un nouveau porte-avions. Donc là aussi, ce n'est pas en réalité simplement la force physique qui jouera, c'est aussi la connaissance, la compétence et la capacité de gérer tous ces secteurs-là. Voilà ce que je voulais simplement dire en introduction. Bien évidemment, la loi de programmation militaire d'aujourd'hui est une loi un peu nouvelle, car par rapport aux lois qui se sont succédées depuis maintenant
près de 50 ans, même plus. C'est la première loi qui va augmenter d'une manière significative le budget de l'armée, puisque entre 2017 et 2030, le budget de l'armée va augmenter de 40%, et à partir de ce moment-là, on peut espérer, j'allais dire, rattraper les retards qui avaient été accumulés, et surtout avoir une armée qui soit capable de faire face aux éventuels conflits qui pourraient nous être imposés. Et que comme on vient de constater que l'illusion des bénéfices de la paix dont parlait M. Fabius a disparu, et que malheureusement on en revient à une situation qui est plus commune, c'est-à-dire où il y aura des guerres même en Europe, et bien à partir de ce moment-là, il va bien falloir qu'on ait en fait la capacité de nous défendre et la capacité d'assurer notre sécurité et de garantir notre souveraineté. Comment vous voyez l'évolution de cette armée? Comment elle va s'inscrire dans un cadre européen? On voit qu'aujourd'hui, on a intégré le commandement de l'OTAN. On voit que l'Allemagne, l'année dernière, a voté un budget de, je crois, 100 milliards pour se constituer une armée, en tout cas développer une armée. Après, on a le sentiment, à tort ou à raison, que la France perd sa souveraineté. Alors, souveraineté économique, très bien, mais est-ce qu'au niveau de l'armée, justement, de la politique de défense, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura une politique de défense commune au niveau européen? Est-ce qu'on va rester à l'état de nations qui seraient, j'allais dire, autonomes les unes aux autres? Comment on peut voir l'évolution de cette armée? Comment elle va s'inscrire dans un cadre plus européen? Une armée ne peut se développer, c'est être reconnu que dans le cadre national. Parce que dans un cadre multinational, il y aura toujours le problème du commandement qui se posera. Et on peut avoir une coordination, on peut avoir une coopération, on peut avoir dans certains cas une délégation, mais on ne peut pas avoir une souveraineté européenne qui vienne s'imposer à des pays qui ont une autonomie et qui ont même une indépendance à garantir. Que je pense que ce n'est qu'illusion. Que lorsque j'entends parler de souveraineté européenne par le président de la République, je dis que c'est peut-être son rêve, et que c'est un vrai rêve, et ça peut devenir une utopie qui peut conduire à une catastrophe. C'est que nous Français, on a une dissuasion nucléaire à garantir, et que pour pouvoir appuyer sur le bouton de la dissuasion nucléaire, vous ne pouvez pas le faire à 6, à 7, à 14 ou à 20. Il va falloir qu'il y ait une personne qui prenne la décision, c'est le président de la République actuellement, et que si on veut que ce soit l'Europe, il faudrait qu'il y ait un président de l'Europe. Or, on est bien loin de cette hypothèse-là. Donc, en fait, c'est une illusion d'en parler. Et j'allais presque dire que c'est une fuite. Et que lorsque le président de la République essaye d'imposer dans tous les meetings, dans toutes les réunions publiques, dans toutes les réunions entre chefs d'État, le thème de la souveraineté européenne, il est en train de brasser une utopie qui peut être demain dramatique. Dans le public, beaucoup de personnes ont été choquées d'apprendre que voilà, les fusils étaient fabriqués à tel endroit, les munitions, nous dépendions par exemple des Allemands. Est-ce que vous ne pensez pas que cette mondialisation de la fabrication de matériel militaire, est-ce que ça ne peut pas conduire à un affaiblissement, ou en tout cas, est-ce qu'on ne se met pas en danger par rapport à ça? Je sais bien qu'on ne peut pas tout fabriquer en France, mais on l'a bien vu, on a une perte d'autonomie quelque part. Ce que je crois, c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui pour un gouvernement d'évacuer le problème de l'indépendance et de la souveraineté. Et on l'a trop fait, on a cru au bénéfice de la paix, et en croyant au bénéfice de la paix, on a cru qu'on pouvait aller acheter sur étagère un peu partout, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a du chantage qui est fait par des ennemis, mais aussi par des alliés, en disant on ne vous donnera pas ce type d'armes, on ne vous donnera pas ce type de matériel, on ne vous donnera pas ce type de technique, si, et le si est important, parce que c'est là où on voit quand notre autonomie de décision disparaît. Et je vais vous en donner des illustrations. Avec les microprocesseurs aujourd'hui, qui sont fabriqués essentiellement d'ailleurs à Taïwan, mais maintenant de plus en plus en Chine, mais on s'aperçoit que l'Europe va être complètement dépendante
et de Taïwan et de la Chine, donc pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est technique moderne, puisque tout est à la base microprocesseurs. Et derrière ces microprocesseurs, on s'aperçoit qu'il faut qu'il y ait des réserves en terres rares et des réserves en titane. Et qu'aujourd'hui, le titane, c'est la Russie qui le contrôle, et que les terres rares ont été acquises dans plein de pays par la Chine depuis des années, et qu'aujourd'hui l'Europe peut se poser le problème de retrouver une autonomie en retrouvant des réserves et en matériel, et en matériaux, et en terre. Donc je suis convaincu que l'un des objectifs de la prochaine loi de programmation militaire est de permettre à la France, comme d'ailleurs à tous les pays d'Europe, de retrouver une certaine indépendance et de retrouver une capacité de garantir leur souveraineté en ayant le contrôle soit des matières premières dans certains cas, soit des techniques dans d'autres cas. Donc cette loi de programmation militaire, tout le monde fait, elle va plutôt dans le bon sens, puisqu'on augmente la partie financière et on accélère la technicité de cette armée, puisqu'on va se doter de moyens modernes. Il y a un article qui aujourd'hui fait un petit peu débat dans cette loi de programmation militaire, et j'aimerais que vous puissiez l'évoquer avec nous. C'est cet article 23 qui parle des réquisitions. Alors il est un petit peu nébuleux, est-ce que là, vous pouvez nous en dire davantage? C'est un article qui prévoirait en cas de danger de la nation, ou en cas, alors, je vais sortir la terminologie exacte. Voilà, ce sont les réquisitions qui visent à faire face aux menaces pesant sur la vie de la nation, et notamment c'est tout ce qui va concerner. Alors attendez, je vais vous sortir ça. S'il y a, voilà, eu égard aux prérogatives constitutionnelles du président, garant de l'indépendance nationale. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ce sont les menaces qui justifient la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de défense. Moi, je pense que c'est simplement une réitération, hein, parce qu'il est bien évident que lorsque la France sera menacée, il faut que le pouvoir politique, le gouvernement, ait la capacité de lever les compétences, de lever des hommes ou des femmes pour pouvoir défendre le pays. Donc aujourd'hui, il y a eu la suspension du service national, mais ça n'empêche qu'il faut bien que si à un moment donné, il y a besoin de certaines compétences, eh bien, il faut que le pouvoir, que le président et le gouvernement aient la possibilité de réquisitionner les compétences pour pouvoir faire face aux défis qui leur sont lancés. Donc là, ce qui choque certains, c'est en parlant des accords internationaux. Voilà, si la France a pris des engagements, et moi je l'ai vécu ça, parce qu'on prend des engagements vis-à-vis de pays dans le cadre des accords de défense, il faut bien en fait les respecter. Et que un grand pays est un grand pays qui respecte ses accords de défense. Donc c'est à mon avis ce qu'ils veulent répéter. Donc, il y a eu un premier vote à l'Assemblée nationale, c'était en février dernier. L'article n'a pas changé, hein. C'est le même article qui va être proposé demain au vote à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Mais bien évidemment, il y a eu un amalgame qui a été fait sur les réseaux sociaux entre cet article-là et puis ce qui se passe en Ukraine. Bon, on est bien d'accord, on n'est pas en guerre contre la Russie aujourd'hui. Pas du tout, non. Donc cet article-là, de toute façon, ne s'appliquerait pas. De la même façon, quand bien même on fait partie du commandement intégré de l'OTAN, là aussi... L'OTAN n'est pas engagé en Ukraine. L'OTAN n'est pas engagé en Ukraine, et donc, ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est éventuellement, c'est toute livraison de matériel et financière, ça c'est l'Europe qui le décide. Et l'Europe le décide, je vais dire, contre ses propres statuts, car l'Europe n'a pas compétence en matière de défense. Voilà. Donc et qu'aujourd'hui, je suis étonné qu'il n'y ait aucun chef d'État européen qui ne proteste contre le fait que l'Europe achète des armes et les emmène sur un champ de bataille. Parce que l'Europe n'a pas de compétences, comme l'Europe n'avait aucune compétence en politique de santé. Et que
que lorsqu'on a vu l'Europe s'occuper d'aller acheter des médicaments au moment de la fin du Covid, j'ai été étonné qu'il n'y ait aucun chef d'État qui ne proteste, parce que c'est de la compétence nationale. L'Europe n'est pas un pays centralisateur, ne devrait pas être un pays centralisateur, ne devrait pas être une institution centralisatrice, et qu'on laisse faire, en fait, j'allais dire, une administration européenne qui est en train de conquérir des compétences, j'allais dire doucement, sans qu'il y ait eu avant de vote et d'acceptation de la part des nations. Vous l'avez évoqué, donc la guerre en Ukraine, si on fait une petite transition maintenant sur ce nouveau thème. Bon, beaucoup de choses sont dites ici ou là. On a eu l'occasion d'accueillir le colonel Hogar il y a à peu près un mois et demi. Et puis nous avons réalisé d'autres vidéos avec notamment le général Dubois ou le général Coustou, qui nous ont quand même donné un bon éclairage sur la situation. Justement, comment on en est arrivé à cette situation en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Souvent, ce qui est évoqué sont les accords de Minsk auxquels auraient pris part les États-Unis ou l'OTAN, et que ces accords n'auraient pas été respectés. Qu'en est-il exactement? Je suis confus de le dire, mais en politique, ce qui n'est pas écrit, ben ça vole. Hein. Le problème qui est posé par la situation effectivement, il y a un problème, et si vous voulez, on va remonter encore plus loin. Après la chute du mur de Berlin, après la disparition de l'empire du RSS, après la dissolution même de l'accord entre les pays qui faisaient partie du RSS, il aurait fallu que, j'allais dire, le monde libre, ce qu'on appelait le monde libre à l'époque, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et l'Europe, propose à la Russie un accord, et un accord de défense, et même un accord plus général. J'ai fait partie de ceux qui l'ont suggéré à mes responsables politiques de l'époque. Je l'ai suggéré au président de la République, Jacques Chirac. On a laissé traîner, et si on peut accuser une critique, si on peut poser une critique, c'est bien de ne pas l'avoir fait en temps voulu. Car à l'époque, les Russes étaient prêts à signer un accord, et qu'il aurait fallu en fait rentrer dans les négociations. Et ces négociations auraient dû porter sur deux choses. Un, quel est le rôle de l'OTAN? Parce que l'OTAN a été créé à l'époque pour lutter contre le marxisme, le communisme, etc. Et que là, l'empire marxiste et communiste s'était écroulé. Donc naturellement, il aurait fallu reposer le rôle de l'OTAN. Et ça n'a jamais été fait. Et que deuxièmement, de voir comment on pouvait passer des accords de défense, je vais même dire des accords de paix, avec tous les pays qui venaient en fait de se délivrer d'un joug qui était le joug communiste. Or malheureusement, on ne l'a pas fait. Et que pour ces raisons-là, on a eu une situation qui est devenue une situation trouble, parce que certains pensaient que l'Occident voulait conquérir une partie de l'Est de l'Europe, et que ça a provoqué des tensions. Ces tensions n'ayant pas été résolues, ça a provoqué même des combats internes. C'est tout le combat qui s'est développé dans l'Est de l'Ukraine. Et il y a eu en fait des incompréhensions qui sont apparues. Mais ce que je crois, c'est que maintenant, on est dans une situation qu'il faut résoudre, qu'il y a eu en fait une invasion par un pays d'un autre pays, et qu'on ne peut pas l'accepter, et que c'est sans doute, quelles que soient en fait nos analyses de la situation, on ne peut pas accepter qu'un pays envahisse un autre. Et si on l'acceptait, dans ce cas-là, il n'y aurait plus de sécurité en Europe pour un certain temps. Parce que vous verrez, moi j'ai connu la situation dans les Balkans, en tant que ministre, où il y avait déjà en fait cette tentation un peu partout, et qu'on ne peut pas accepter qu'un pays envahisse un autre, et dise ce pays-là, moi j'en veux une partie, et je veux le redécouper, car vous aurez en réalité créé les conditions favorables à un démantèlement général que vous ne pourrez arrêter. Donc aujourd'hui, il y a le premier problème, savoir comment on met un terme à cette guerre. Il y a le deuxième problème, savoir comment on passe un accord
entre tous les pays pour assurer la paix et la sécurité. Comment vous avez pu juger la diplomatie française par rapport à ce qui s'est passé, alors, on va dire, pas pendant le conflit, hein, mais un peu avant. On a le souvenir du président Macron qui était allé en Russie, c'était quoi, une dizaine de jours avant que la Russie envahisse l'Ukraine, avec cette longue table, il n'avait pas été accueilli à l'aéroport. Enfin, est-ce que vous pensez qu'elle a été à la hauteur de l'enjeu? Est-ce que, tout compte fait, elle est aussi victime de tout ce qui se passe à un niveau un peu plus haut, entre notamment les Américains et les Russes? Je pense que ça ne sert à rien en réalité de faire du bruit quand on n'est pas capable de porter des solutions. Or, la France toute seule n'est pas capable de porter la solution. On peut être un héros et en parler, un héros au sens de celui qui parle, mais donc H-E-R-A-U-T, mais c'est ce qu'a fait en fait Macron, et d'ailleurs il s'est un peu ridiculisé, puisqu'il a tenu des phrases qu'il a été obligé ensuite, je vais presque dire, de renier. Il a fait des analyses sur lesquelles il est revenu, et que aujourd'hui le problème, à mon avis, du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est d'abord un problème, j'allais dire, de droit international, donc ça, il faudra bien y répondre. Ensuite, c'est un problème de quel est le système de sécurité qu'on instaure en Europe, et que pour ce faire, il va falloir un jour qu'on aille autour d'une table et qu'on négocie, qu'il y ait une véritable négociation pour savoir quel type de sécurité on va mettre en œuvre en Europe. C'est la seule question, c'est le seul domaine où la France peut pousser en faisant part de ses propositions. Elle s'est quand même résolument tournée vers l'Ukraine. On a livré du matériel, justement d'ailleurs l'armée française a dû céder une partie de son matériel, vous parlez des canons César, et puis il y a autre chose, il y a certainement du personnel encadrant aussi, il y a des moyens financiers. Quelque part on a pris parti donc, pour l'Ukraine. Est-ce que c'est pas une forme de, au-delà d'être alliés, est-ce que tout compte fait on n'est pas nous-mêmes rentrés en guerre? Moi personnellement j'aurais été pour aider carrément l'Ukraine pour empêcher le précédent d'un pays qui envahit un autre pays en Europe. Si vous laissez cette situation, quoi que vous pensiez de ce qui s'est fait avant et de l'attitude de tel ou tel gouvernement, il est impensable qu'on puisse accepter, quand vous êtes chef d'État, qu'un pays dise ben, « moi je vais mettre la main sur l'autre pays parce que pour des raisons, et il nous donne les raisons, même si ces raisons à l'extrême sont explicables ou sont pour certains compréhensibles. C'est impossible parce qu'à ce moment-là, c'est tout le concert international qui va être dévoyé et vous allez avoir en fait une bagaille générale. C'est tel pays qui va vouloir avoir la province d'un côté et qui va l'envahir. Vous savez, ça se passe actuellement en Arménie et à Azerbaïdjan, hein, où vous avez en fait deux pays. On n'arrive pas à arrêter parce que le concert international n'arrive pas à dire ici c'est l'Arménie, là c'est l'Azerbaïdjan. Si on laisse continuer ça, vous aurez en fait des nids de problèmes, j'allais dire, ou de douleurs, ou même de feux internationaux qui vont apparaître ici et là. On a bien compris que l'armée française avait profondément muté, elle a beaucoup évolué en l'espace de 30-40 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'on reste quand même malgré tout un petit pays, on a quoi, 70 millions d'habitants, est-ce qu'on a encore, malgré notre déclassement progressif, est-ce qu'on a encore vos chapitres dans les nations les plus qui comptent aujourd'hui? Moi je pense que ce qui est le plus dramatique pour la France, c'est l'Afrique. La France était un pays qui stabilisait le continent africain par tous les accords qu'il avait avec un certain nombre d'États et qu'on n'a pas pu ou pas su gérer la relation avec les pays africains et qu'aujourd'hui la Chine, la Turquie, la Russie sont en train de nous expulser d'un certain nombre de pays et que ça me paraît très grave pour, j'allais dire, l'équilibre méditerranéen, puisque c'est en haut c'est la Méditerranée, mais même
au-delà de toute l'Afrique. Parce qu'il y a derrière plein d'éléments qui vont apparaître. Un concernant l'immigration. Il va falloir un jour que tous ces pays en parlent. Il y a le problème des ressources naturelles, avec les pillages qu'on constate dans un pays comme le Congo-Kinshasa. Il y a tout le problème en réalité des voies maritimes. Il y a le problème du trafic de drogue. Il y a des dizaines et des dizaines de problèmes à étudier. Et en particulier, il y a tout le problème en fait du développement du combat djihadiste. Et on a un espace qui peut être un espace de déséquilibre non seulement d'un continent, mais par là de deux continents, le continent africain et le continent européen. Et au-delà même, ça peut même aller plus loin, comme on l'a constaté dans un certain nombre de pays en Indonésie et dans d'autres pays avec tous les réseaux djihadistes. Donc je crois que l'un des grands problèmes est là, et il faut qu'on réfléchisse à savoir comment on peut participer à la paix en rétablissant des relations avec un certain nombre de pays, même d'Afrique ou d'autres, qui garantissent une stabilité, car si on n'y parvient pas, on aura en fait une Europe qui sera complètement déstabilisée et déséquilibrée. L'avant-dernier thème, c'est, je l'ai intitulé « Quelle société demain ?» Bon, on l'a vu il y a une semaine, il y a eu le décès du jeune Naël et toutes les émeutes qui en ont découlé. N'assiste-t-on pas aujourd'hui à un combat civilisationnel? Vous venez de parler d'immigration, de djihadisme. Ce combat, il est chez nous maintenant. Il est sur notre territoire. Il y a un vrai problème, c'est que la France traverse une crise d'autorité, de hiérarchie, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on n'arrive plus à gérer, j'allais dire, la diversité. Quand vous avez une diversité de population, il faut qu'il y ait des règles de vie commune. Comme l'État n'arrive pas à gérer ces communautés, on fait du communautarisme, on laisse se développer des départements, des territoires, des communes qui sont complètement perdus ou qui sont retirés en fait de la communauté nationale, avec toutes les tensions qui peuvent apparaître. On l'a vu ces jours derniers. Donc le grand problème aujourd'hui, c'est de retrouver un pouvoir qui remette une discipline, une hiérarchie dans le pays. Donc ça part d'éléments tout simples. Quand vous avez une école où les élèves sont impertinents par rapport aux professeurs, crée en fait une situation pagaille dans le collège qui est telle que le collège devient irrespirable, mais il faut qu'il y ait des règles de vie collective qui permettent de remettre de l'ordre dans le collège, dans le lycée, dans l'école, et que les élèves, que les enfants comprennent qu'il y a en fait une hiérarchie, qu'il y a un respect, qu'il y a une autorité. Si on ne le fait pas, vous aurez un pays qui va déraper, et ce pays, quand il aura dérapé, il ne aura plus qu'une seule solution, c'est d'aller chercher une force, j'allais dire une dictature, pour remettre de l'ordre, parce que ça signifiera que la démocratie ne peut plus s'exprimer. Donc nous, démocrates, on a tout intérêt aujourd'hui à remettre de l'ordre, de l'autorité, de la hiérarchie, du respect de l'autre, partout, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les usines, que ce soit dans tous les secteurs de vie collective, et qu'on l'impose, parce que si on ne l'impose pas, un jour ou l'autre, on aura une déstabilisation politique du pays. Dans le cas des émeutes, justement, bon, alors il y a eu des bâtiments publics qui ont été détruits, il y a eu des mairies, bon, voilà, c'est le symbole de l'État, des commissariats, bon, forcément c'était en lien avec ce qui s'était passé lors de ce fameux refus d'obtempérer. Il y a eu aussi des écoles, des médiathèques. C'est pas très normal ça, tout compte fait. Si, parce que je pense que vous avez actuellement une guerre idéologique qui est apparue entre celles et ceux qui refusent l'école de la République et qui veulent une école qui soit de leur religion, qui soit de leur idéologie,
et qu'ils n'ont plus aucun respect pour les institutions de notre pays. Ils veulent, eux, avoir leurs propres institutions. Alors, c'est pas ceux qui brûlent sont manipulés, mais ils sont très bien manipulés, parce qu'on leur a expliqué constamment que tout ce qu'on enseignait dans ces écoles n'était pas en fait conforme à leur religion, à leur tradition, etc. Moi, c'est pas les enfants que j'accuse, c'est les parents, et c'est surtout en fait nous, les sociétés, qui avons laissé faire toute cette dérive, parce qu'on n'a pas voulu, je redis ce que j'ai dit il y a 2 minutes, l'autorité, la hiérarchie, le respect des règles communes et le respect des règles de vie commune. Le gouvernement aujourd'hui, par la voie, alors que ce soit du ministre de la Justice ou autre, envisage des sanctions. Vous y croyez, vous, ces sanctions? Vous pensez à l'efficacité de ces sanctions? D'abord, je suis quand même étonné d'entendre de tous ces ministres l'appel aux familles, alors qu'on a tout fait en fait pour mettre en place une législation qui dissout les familles. Donc je trouve que cette conversion du président de la République et d'un certain nombre de ministres pour pouvoir défendre la famille, jusqu'à maintenant on nous disait que le père, la mère et les enfants, c'était pas une famille, qu'il y avait plein de familles différentes, etc. Vous expliquez ça sur tous les tons. Et tout d'un coup, on découvre qu'il y a un père qui doit avoir l'autorité, une mère qui doit avoir la discipline, etc. etc. Ben, ils se foutent de nous. Ils avouent qu'ils ne sont plus capables d'assurer la sécurité, l'autorité, la hiérarchie dans notre pays. Et que c'est la raison pour laquelle il faut que vous tous et nous tous, eh bien, on se batte pour pouvoir faire apparaître une élite, ce que je disais tout à l'heure en introduction, qui demain pourra faire apparaître une nouvelle forme de gouvernement dans notre pays. Efficace, on voit aujourd'hui que la démographie de la France, elle est quand même assez particulière. On a une natalité qui est très soutenue justement par cette population immigrée et qui a donc voilà, une autre vision culturelle. Donc, est-ce que vous pensez que ces choix sont suffisamment forts pour inverser la tendance? La tendance, elle serait inversée en décennies, il faut compter en décennies. Mais simplement, ce que je crois, c'est que quand un gouvernement, et on le voit bien, puisque vous prenez des pays comme la Suède, comme la Norvège, comme le Danemark, comme la Hongrie, qui ont décidé en fait d'avoir des politiques, 1, de contrôle de l'immigration, 2, d'éducation, 3, d'autorité, qui sont telles qu'eux, ils arrivent à avoir un ordre social qui est garanti, ils arrivent à empêcher des dérives et des bagarres telles qu'on les a vues dans la rue il y a quelques jours, et qu'on devrait quand même se poser la question, pourquoi ça arrive chez nous et pas chez eux? Chez eux, ils ont des taux d'immigration parfois aussi élevés que nous, ils ont simplement mis en place le respect de l'autorité, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit dans les collectivités, et que ça me paraît important, que le problème, il est là. Et quand on entend monsieur le ministre de la Justice se mettre à genoux pour dire aux familles « faites votre boulot », on peut lui demander à lui aussi de faire son boulot, et que lorsqu'il condamne quelqu'un, et qu'il le mette en prison, et qu'il lui fasse faire son temps de prison. Est-ce qu'il existe des exemples aujourd'hui d'assimilation réussie? Oui, bien sûr, vous allez en Suisse, vous avez une assimilation réussie. La Suisse est le pays qui a le plus d'immigrés par rapport à sa population de base. Pour pouvoir être naturalisé, il faut attendre 5 ans. 2, vous avez une commission municipale qui suit les gens qui arrivent, qui regarde si vous apprenez la langue, si vous cherchez du travail, si vous respectez votre logement, si vous n'allez pas dans un endroit où tous les étrangers se regrouperaient, vous devez vous mélanger à la population, que les enfants soient dans les écoles et respectent les règles de l'école, et que c'est extrêmement strict, et bien vous apercevez que ce pays, qui est petit, mais est arrivé en fait à réussir l'intégration, c'est la véritable intégration. Le pouvoir a renoncé à la politique familiale. Et en renonçant à la politique familiale, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont plus su gérer leur famille. Et à partir de ce moment-là, vous avez en fait un délitement qui est apparu. Mais je pense qu'il est très grave que la famille ne soit même plus reconnue. Aujourd'hui, le nom de famille n'existe pas dans le gouvernement français. Il n'existe pas. Moi, j'ai connu tous les gouvernements
auxquels j'ai participé ou que j'ai soutenu, il y avait un ministère qui avait le nom de la famille. Ça n'existe plus depuis que M. Macron est là. Et bien c'est un signe très fort. Et qu'à partir de ce moment-là, si vous n'avez plus la reconnaissance d'une entité de ce type-là, avec les droits et les devoirs, s'il y a des droits et des devoirs, c'est pour ça que, aujourd'hui, personnellement, quand j'entends M. Dupond-Moretti, le président de la République, réclamer que les familles s'occupent de leurs enfants, je leur dis, mais pourquoi voulez-vous qu'ils le fassent? Vous-même, vous ne les avez pas reconnus. Il n'y a plus de politique familiale. Vous ne voulez plus de politique familiale. Et vous le dites depuis des années. Et que c'est là, en fait. Et que moi, je ne parle pas de complot. Je parle en réalité de conviction inverse aux nôtres. Ils ont une conception inverse aux nôtres. Ils n'ont pas. Nous, on est favorable à un père, une mère, des enfants, avec un principe d'autorité, avec un principe de responsabilité, avec un principe d'éducation, etc., etc. Eux n'ont pas cette conception-là, c'est tout. Et je crois que c'est nous aussi qui n'avons pas le courage de dire nous voulons une vraie politique familiale. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Si, parce qu'on a commencé ce soir en continuant. Une question? Oui, moi je voulais intervenir. J'ai une question à vous poser. Quand on voit le niveau d'éthique de ceux qui nous dirigent, en partant de Macron, toute sa clique autour de lui, au niveau du gouvernement qui sont là, ils ne réagissent pas, ils sont là pour leur soupe. Le Conseil constitutionnel qui accepte tout ce que ce gouvernement, cet exécutif veut, comment voulez-vous que quelque chose change? Comment pensez-vous faire qu'on puisse changer quelque chose? Ils n'ont pas d'éthique, ces gens-là. Vous mettez en face des gens qui ont une éthique. Oui, mais comment faites-vous pour reprendre le pouvoir? Eh bien, je vous l'ai dit en introduction, je fais lever des équipes partout, en leur transmettant une équipe. Ça va mettre du temps, hein. Mais oui, mais ça mettra peut-être 100 ans. Eh ben c'est cuit, on s'entend, on existe plus. Mais non. Moi je crois à l'espérance. Voilà. Alors, je partage tout à fait l'avis de Charles. Non, ça c'est quand même un mal très français. Hein. C'est quoi? Ou en tout cas c'est très humain. C'est-à-dire que pour critiquer, voilà, on y va, mais dès qu'il s'agit de s'engager, il n'y a plus personne. Moi je le vois vraiment au quotidien, y compris avec Plaza. Non, mais c'est-à-dire que à partir du moment où on a pris conscience d'un problème, on l'a déjà résolu à moitié. Donc après, il faut passer à l'étape action. Donc notre rôle, et le rôle de Plazarme, de l'équipe voilà, que j'anime ici sur l'Île-de-France, mais aussi au niveau national, c'est d'arriver justement à entraîner les gens avec nous. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas suffisamment pertinent. Donc il faut changer de discours. Mais on peut y arriver. Simplement, voilà, il faut un peu de courage, il faut se re-responsabiliser. Beaucoup de personnes aujourd'hui imaginent que, je vais prendre le cas de l'entreprise, hein. Aujourd'hui on parle de la participation, il faudrait donner des actions, il faudrait donner du pouvoir aux salariés, mais les salariés n'en veulent pas, eux ils veulent de l'argent. Ils ne veulent pas prendre de responsabilité, eux, une fois que le 18h a sonné, bon, ils veulent passer à autre chose, et c'est très bien. Donc, vous voyez, en matière de responsabilité, ou en tout cas de responsabilisation, il y a encore du chemin. Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. Oui. Il y a 30 ans, on a supprimé en France tous les patronages. C'est ces lieux où il y avait des jeunes qui étaient encadrés par des adultes, qui venaient de tous les milieux. C'était là où le brassage social se passait. C'était souvent en réalité d'inspiration religieuse, mais c'était aussi d'inspiration laïque. Et il y avait des patronages partout en France. Puis à un moment donné, et je peux vous montrer les articles de journaux, il y a eu toute une cabale en disant ça veut dire quoi, c'est patronage, etc. On infantilise les enfants, gna gna gna. Et puis c'était en réalité une montée contre ce système éducatif. Et ça a disparu. Et ces gamins qui avant étaient encadrés, formés, soit dans les patronages, soit dans les mouvements de jeunesse, etc., ils se sont retrouvés dans la rue. Et à partir de ce moment-là, oui, mais attendez, on va continuer. À partir de ce moment-là, ils ont été pris en main par des dealers, et ils sont devenus dealers. Ils ont été pris en main par des voyous, ils sont devenus voyous, etc. Et puis, depuis maintenant, une dizaine d'années, il y a un certain nombre de gens courageux
qui ont dit on va recréer les patronages. Et partout où sont recréés les patronages, vous voyez qu'ils sont pleins, que c'est les seuls endroits où il y a en fait des mélanges entre des gens d'origines différentes, j'allais dire, même de religions différentes, et qu'ils apprennent la tolérance, le respect, l'autorité, la hiérarchie, car la plupart du temps, ceux qui créent ces sites de patronage, c'est des gens qui ont cette philosophie-là, et ce mode éducatif, et que ça se multiplie un peu partout. Eh bien, si aujourd'hui, ce soir, ici, j'avais réveillé qu'une seule personne qui demain va aller créer un patronage dans sa commune, j'aurais gagné. Oui, d'accord. D'abord, Monsieur le Ministre, merci infiniment pour tout ce que vous avez, ce champ de conférences, ça foisonne, ça pourrait foisonner de questions. Moi, je voudrais revenir sur la Russie, le conflit russo-ukrainien. Je suis quand même un peu surprise parce que vous avez dit tout à l'heure, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'à partir du moment où un pays comme la France, qui envoie des armes, qui envoie des techniciens pour, comment dirais-je, soutenir et former les soldats ukrainiens, alors que le rôle de la France, ce serait au contraire d'être diplomate et d'élargir la diplomatie pour avoir justement des accords. Je pense que nous sommes devenus quand même des co-belligérants, Monsieur le Ministre. Ça ne me gêne pas, moi. Demandez comment il faut la guerre. Et moi, ça ne me gêne pas d'habitude, je préfère même l'être. Et je trouve que l'hypocrisie de faire ce qu'on fait, c'est l'hypocrisie que je critique. Je préfère que la France dise, moi, je suis du côté des Ukrainiens, parce que je suis contre l'invasion d'un pays par un autre. C'est tout, mais c'est tout. Je ne vais pas plus loin. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des russophones qui sont là. Non, c'est pas ça. Il y a eu la révolution orange qui a été mise en place par la CIA. Quoi? La révolution orange en Ukraine a été mise en place. Donc les déstabilisations de l'Ukraine, c'est la CIA qui l'a mis en place. Non, c'est rien. Ah non, c'est pas On n'en sait pas. Non, mais attendez. Vous pouvez prendre tous les pays au monde et faire la même analyse, parce que la CIA ou d'autres systèmes ont fait la même chose en Amérique latine à une époque, à une autre époque en Indonésie, à une troisième époque, etc. Et à ce moment-là, vous avez la pagaille dans le monde entier. Il y a des principes simples de vie commune. Quand vous avez des frontières, vous les respectez. C'est tout. Donnez, s'il vous plaît. Le problème du Donbass, l'origine, c'est ça. C'est le peuple. Mais le Donbass n'est pas russe, il est ukrainien. Non, c'est pas Il y a eu un référendum. Il a toujours été russe. Si c'est vous qui tracez les frontières, Mais non, mais comment? Qu'est-ce qu'il fallait faire? S'il vous plaît. je ne convaincrai pas. Il y a un grand principe qui est pas le droit de disposer de même. Ce qui est évident, c'est qu'on n'a jamais ce principe des droits de disposer de même. Le principe du droit à disposer de même, depuis les principes de Wilson, n'a pas été respecté en Attendez, dans ce cas-là, en France, vous allez avoir quelqu'un qui va mener un truc dans un endroit, vous allez avoir une province qui va se déclarer. Mais tout que si. Mais vous pouvez faire tous les référendums en France. Les Corses, par exemple, peut-être. Vous les faites. Jamais. Allez, s'il vous plaît. On va arrêter. On va échanger. S'il vous plaît, on échange calmement. Merci.